Alors maintenant, le rendez-vous commence par sa première intervention avec des intervenants que nous avons invités, qui nous ont fait le plaisir, d'accepter nos invitations. Donc j'appelle tout de suite sur scène Nicolas Béthou, qui est le président et fondateur du journal L'Opinion. Merci beaucoup, merci Pascal Dubois, merci à Régis Boudin de nous avoir proposé d'animer cette séquence d'ouverture. Je passerai ensuite la parole pour l'animation de ce qu'il restera l'essentiel, j'allais dire, des interventions à Cécile Desjardins, qui avec moi travaille à L'Opinion. Et donc je vais tout de suite appeler à nous rejoindre Cyril Poirier-Coutancet. Cyril. Voilà, on a un petit moment devant nous pour parler de ce qui fait le sel de votre quotidien, si j'ose dire, qui est aussi un peu l'actualité. Ça, c'est le sel de mon quotidien. Vous êtes directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine, rédacteur en chef de la revue Études marines et auteur de nombreux ouvrages. Un qui date déjà d'un petit moment, qui est l'Atlas des empires maritimes, et puis un beaucoup plus récent qui est la localisation ou relocalisation du monde chez CNRS Éditions, et une préface de Pascal Lamy, bien connu de tous ceux qui pensent que l'avenir de la planète, c'est aussi les échanges internationaux. On va parler avec vous de deux urgences qui vous paraissent être en haut de l'agenda. La première, c'est le climat. Et la seconde, c'est tout l'univers géopolitique et l'urgence d'un réveil géopolitique, dites-vous. Le climat, bien sûr. Oui, alors deux urgences qui se nourrissent en plus l'une de l'autre et qui vont écrire un petit peu l'avenir de notre monde dans les 20-30 prochaines années, puisque le réchauffement climatique, évidemment, a un impact géopolitique, puisque ça fragilise certains États, et de l'autre côté, les tensions géopolitiques impactent la lutte contre le réchauffement climatique, parce que si les États ne parviennent pas à se mettre d'accord sur certains dossiers, sur certains moyens de lutter contre le réchauffement climatique, évidemment, ça va l'accentuer. Donc c'est les deux qui se nourrissent l'un l'autre. Et en fait, sur ces deux enjeux, je pense que ce qui est important surtout, dans un monde qui est effectivement assez confus, c'est d'avoir quelques idées claires pour essayer de nous diriger dans les années qui viennent. Et sur le réchauffement climatique, il y a une idée, alors qui justement est assez confuse en Europe notamment, qui est importante me semble-t-il, c'est que la décroissance n'est pas une option dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette idée, elle est essentielle parce que si on ne comprend pas ça, si on n'intègre pas ça, on n'y arrivera pas. Pourquoi la décroissance n'est pas une option? Parce que dans la plupart des pays du monde, il y a besoin de développement. Un exemple entre mille, à Kinshasa aujourd'hui, vous avez 2 heures d'électricité par jour. C'est évident qu'il y aura besoin d'une électricité 24 heures sur 24, et il y a énormément de pays qui sont comme ça. Alors ça n'est pas neutre sur vos secteurs d'activité, puisque vos secteurs d'activité sont concernés de la même manière. Dans le transport aérien, dans les débats franco-français et européano-centrés, on a l'impression qu'il faut et que le transport aérien va diminuer. Quand on regarde à l'échelle globale, on s'aperçoit, mais ça vous le savez évidemment, que la plupart des pays du monde n'ont évidemment pas de TGV, que le transport aérien est vital pour les déplacements dans des pays qui ont une taille qui est absolument gigantesque. Je prends la Chine, l'Inde, et donc évidemment le transport aérien dans les années à venir sera en croissance. Si on prend le transport maritime, c'est exactement la même histoire, c'est-à-dire que le transport maritime aujourd'hui, vous avez quasiment 50% du transport maritime qui transporte du vrac, c'est-à-dire des matières premières, c'est-à-dire des métaux, mais aussi, ça a été mis en lumière avec le conflit en Ukraine, des matières premières alimentaires, le blé, le chocolat, le café, etc. Et ça, évidemment, ça ne changera pas. Et donc ça, cette part du transport maritime, à minima, sera toujours en croissance. Alors, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde dans le monde, donc la décroissance n'est pas une option,
elle n'est pas une option non plus dans les pays développés. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique, cela veut dire qu'il faut mettre au point des techniques de décarbonation de la propulsion, de la production d'énergie, etc. Et ces techniques, elles vont beaucoup s'imaginer dans les pays développés parce qu'il y a des capitaux, parce qu'il y a des ingénieurs qui sont formés, parce que vous avez un savoir-faire industriel qui est important pour imaginer ces techniques. Et c'est pour ça que les pays développés aussi ne peuvent pas prendre l'option de la décroissance, parce que sinon ils ne seront pas en capacité d'imaginer les techniques de décarbonation qui pourront être diffusées dans le monde entier au prix du marché. Je prends un exemple tout simple de cette idée, c'est l'éolien en mer. L'éolien en mer est né donc en Europe, au Danemark, dans les années 90, massivement subventionné, et puis 30 ans après quasiment, on arrive à de l'éolien en mer qui est en capacité de produire de l'électricité au prix du marché. Ça, c'est l'exemple qu'il va falloir multiplier dans tous les secteurs. Vous voulez dire l'exemple pour la durée? Pour la durée, alors il faudra accélérer, parce que sinon 40 ans ça va être compliqué, mais on sent bien que à la fois les entreprises industrielles ont pris conscience, et puis les États de toute façon ont mis des normes qui font qu'il va falloir accélérer. Après, ça ne va pas être neutre pour vos métiers d'assureur, parce que si je prends le transport aérien ou le transport maritime, aujourd'hui, sur les techniques de décarbonation de la propulsion, on est dans le flou. C'est-à-dire que dans le transport maritime, on en est à choisir encore, à tester des modes de propulsion, ammoniac, hydrogène, autres. Transport aérien, c'est exactement la même chose pour l'aviation. Ce qui veut dire qu'en termes de certification de ces modes de propulsion, d'assurance derrière, ça ne va pas être totalement simple. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas totalement simple. Et je ne parle que des avions et des navires. Mais le problème va être exactement le même dans les aéroports, dans les ports, puisque si vous partez sur une propulsion à base hydrogène, par exemple, on sait que en termes d'explosivité, il y a quelques petites interrogations qui peuvent se poser. Donc en termes d'assurance aussi, ça va poser des questions. Idem si on est sur les questions de biocarburants. Sur les questions de biocarburants, il y a des questions qui vont se poser évidemment en termes de certification, mais aussi en termes de ressources. Les expérimentations qui ont été faites, par exemple, sur des avions et sur des navires d'ailleurs, sur de l'huile de friture usagée, sur des biocarburants qui sont à base de résidus agricoles. Derrière, il y a la question de la quantité de ressources qui sera disponible pour alimenter ces biocarburants. Tout ça dans un contexte de réchauffement climatique qui va avoir un impact sur les productions agricoles. Donc ça, en termes d'assurance, c'est pas simple non plus à prendre en compte, à modéliser. Donc vous allez avoir un travail qui va être assez intéressant, en tout cas dans les années à venir, mais qui est de ce point de vue-là potentiellement un peu plus flou. Et puis d'autres questions, c'est sur l'origine aussi de ces carburants. Si on prend juste l'hydrogène qui est envisagé aujourd'hui, vous avez des choix selon les pays qui sont très différents. L'Allemagne, par exemple, part sur un hydrogène vert qui serait plutôt produit dans les pays du Sud. Ce qui, en termes de risque pays pour les assureurs, va avoir un impact. Vous avez d'autres pays qui sont plutôt sur un modèle d'hydrogène qui serait produit en Espagne, par exemple, ou autre. Donc ça, en termes de choix et en termes d'assurance, ça ne va pas être du tout le même impact. Donc tout ça pour dire que ce qui est important, en tout cas sur cette partie, sur cette question du réchauffement climatique, c'est au moins de s'appuyer sur ce qui est à peu près certain, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de croissance, ça c'est clair. Et après, dans les choix qui vont être faits, il va falloir beaucoup d'agilité pour prendre en compte le type de propulsion, imaginer l'assurance qui va avec, et il y aura beaucoup de tâtonnements et d'expérimentation. Beaucoup de catastrophes climat aussi se sont produites et continuent à se produire et changent évidemment la perspective globale, le cadre intellectuel même dans lequel les assureurs doivent faire leurs analyses et leurs prévisions. Est-ce que ça change votre vision à vous, d'experts des choses de la mer? Alors sur les événements climatiques extrêmes, oui, on commence à les voir se produire. On a eu
En France, dans les Antilles, à Saint-Martin, la tempête Irma qui a eu un impact très fort, mais quand on regarde à l'échelle globale aussi, on s'aperçoit qu'il y a toute une série d'impacts du réchauffement climatique qui se manifestent déjà et donc qui doivent nous interroger sur la suite. Je pense au canal de Panama par exemple, le canal de Panama qui est alimenté par des cours d'eau. Le niveau donc du canal dépend de cours d'eau qui sont à l'intérieur des terres. Quand vous avez des sécheresses, et ça s'est passé il y a 2 ans, le débit de ces cours d'eau a diminué et donc le niveau du canal de Panama a diminué aussi, et donc il y a un certain nombre de navires qui ne pouvaient plus passer par le canal de Panama. On a perdu quel tirage ? On était sur un tirage qui était relativement important, et puis on était sur 1 ou 2 mètres au moins, mais on avait surtout, il y avait des mesures de précaution. On a freiné des navires aussi pour ne pas risquer que le canal soit obstrué. Pardon, cette question qui est sûrement question de béotien qui n'a jamais franchi le canal de Panama. Le niveau de la mer monte, ça ne suffit pas à compenser le fait que les cours d'eau douce baissent. Ah non, c'est pas. En fait, vous avez. Le Panama, il y a quand même 2 mers. Hein. Il y a 2 mers, mais sauf qu'il est surélevé par rapport à ces mers, et donc il est alimenté par des. Le problème ne se pose pas du tout de la même manière avec le canal de Suez. Ça n'est que de l'eau douce. Voilà. D'accord. Mais vous avez sur l'eau douce, vous avez d'autres questions, par exemple, qui se sont posées. C'était il y a 2 ans aussi sur l'engorgement potentiel de certains ports et sur la logistique. C'est le niveau du Rhin, par exemple. Sécheresse en Allemagne, le niveau du Rhin baisse, et ça veut dire que pour convoyer les conteneurs qui peuvent arriver à Hambourg, etc., vous avez des grosses difficultés. Donc en termes de primes d'assurance aussi, c'est pas simple à envisager. Donc vous avez toute une série d'impacts comme ça qui n'étaient pas forcément anticipés il y a 10 ans et qui vont toucher de plus en plus dans les années à venir toute une série de secteurs, à la fois du maritime et de l'aérien. Alors, l'urgence, disiez-vous, c'est aussi celle d'un réveil géopolitique. Comme si, en tout cas dans votre esprit, nous n'avions pas conscience qu'un certain nombre de données sont bouleversées, que l'échiquier mondial a été transformé par, ne serait-ce que par la guerre en Ukraine. On a tous suivi, plus ou moins près, mais les événements qui se sont déroulés ce week-end. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris exactement ce qui s'était passé. La réalité, c'est que la zone est sous très forte tension, et cette tension se répercute ailleurs, y compris sur les mers, même si évidemment le conflit n'a pas, en tout cas en direct, de conséquences sur le transport maritime. Oui, alors sur le transport maritime et sur l'assurance maritime, je pense que de ce point de vue-là, il y a une petite expérience, il y a une petite recul sur les tensions qui ont pu affecter les mers et océans du globe, parce qu'on a eu les affaires de piraterie en Somalie, qui a été déjà un premier élément. Vous en parlez au passé ? Oui, parce que pour l'instant c'est jugulé. Alors après, il y a toujours des affaires dans le golfe de Guinée, mais aussi c'était très lié, ces affaires de piraterie, au fait qu'on avait un désarmement naval global, et donc quand vous avez moins de bateaux gris, forcément vous avez quelques flibustiers qui peuvent se dire qu'il y a des affaires à faire, surtout quand vous avez des richesses qui circulent sur les océans. Mais donc du point de vue de l'assurance maritime, il y avait la piraterie, le Yémen a aussi été une alerte, et puis évidemment la guerre en Ukraine. Mais je crois que là aussi, c'est comme sur le réchauffement climatique, il faut sans doute avoir, dans un monde qui est assez mouvant, avoir 2-3 peut-être idées claires pour essayer d'apprécier les années qui viennent devant nous. Et je pense qu'une des premières choses à avoir en tête, c'est que cette guerre qui se passe en Ukraine n'est pas une parenthèse, elle ouvre une nouvelle ère géopolitique, c'est-à-dire que ça n'est pas dû à Vladimir Poutine, à la Russie ou à l'Ukraine en tant que telle, et puis une fois que ce sera terminé, on passera à autre chose et on reviendra au monde d'avant. Ça ouvre surtout une nouvelle ère géopolitique. Alors pourquoi ? C'est qu'en fait, ce qu'on appelle la mondialisation ou la mondialisation heureuse, etc., d'un point de vue géopolitique, ça se caractérise, oui, on pourrait la nommer comme ça, par une Pax Americana. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute la période, les 30-40 ans qui se sont écoulés depuis la chute du mur de Berlin, nous avions un seul patron dans le monde qui était les États-Unis. Et à partir du moment où on avait un seul patron dans le monde, tous les pays du monde comprenaient bien qu'il ne pouvait pas bouger, qu'il ne pouvait pas y avoir de choc, qu'il ne pouvait pas y avoir de guerre, parce que sinon il y avait une intervention américaine avec les alliés tout de suite. Celui qui n'avait pas compris ça, c'était Saddam Hussein, qui a envahi le Koweït, et tout de suite, il y a le retour de bateau. Sauf que ce cadre, il s'est
modifié parce qu'on a eu d'autres États qui ont émergé avec la globalisation notamment, alors la Chine, et puis les États-Unis se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus et qu'ils ne voulaient plus, sans doute, assurer ce rôle de gendarme du monde. Et donc, avec en réalité cette nouvelle ère géopolitique, elle date du pivot vers l'Asie qu'a décidé Barack Obama. C'est-à-dire que les États-Unis, à cette époque-là, se rendent compte qu'ils ne peuvent plus et qu'ils ne veulent plus assurer le rôle de gendarme du monde et transportent l'essentiel de leurs moyens dans la zone Asie-Pacifique, en Indo-Pacifique. À partir de ce moment-là, vous avez énormément d'États dans le monde qui se disent que s'ils tentent des choses, que s'ils se positionnent différemment, il n'y aura pas de rétorsion. Et c'est cette nouvelle ère dans laquelle on est rentré et qui rappelle par certains côtés la période de la guerre froide où on avait un duopole URSS-États-Unis, parce que ce qu'on oublie souvent sur cette période-là, c'est qu'il y a eu énormément de conflits régionaux, les guerres israélo-arabes, etc. C'est que les deux grands n'étaient pas en capacité de contrôler l'ensemble du monde. Ils s'affrontaient même et ils s'affrontaient souvent par des proxys. Et là, on est exactement en train de rentrer dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus de patron unique, donc il va retrouver un équilibre pour essayer de stabiliser les choses, mais ce qui ne va pas être simple. Il n'y a plus de patron unique et il y a même l'émergence d'une puissance mondiale qui envisage, en tout cas sur une zone d'influence, d'être le patron. Vous parliez d'Obama, il y a deux ruptures. Il y a Barack Obama qui effectivement considère que les États-Unis n'ont plus vocation à être le gendarme du monde, et ensuite son successeur Trump désigne la Chine comme une sorte d'ennemi potentiel permanent contre lequel il faut s'armer, se réarmer, et contre lequel il faut évidemment avoir une politique assez agressive. Et donc c'est ces deux changements consécutifs qui font que la Chine à la fois est devenue ce qu'elle est et est regardée comme on la regarde aujourd'hui. Est-ce que la Chine, on parlera de la Russie tout à l'heure, mais est-ce que la Chine est aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire la principale menace, mais la principale inconnue en termes de sécurité sur une partie de la planète? Il y a beaucoup d'inconnus, mais en fait, une des difficultés sans doute, c'est la Chine, en se développant, en s'enrichissant, a eu une politique pendant 20-30 ans tout à fait cohérente et classique, c'est-à-dire qu'elle est par rapport aux autres pays du monde, c'est-à-dire qu'elle est devenue dépendante de la mer notamment, et donc elle a cherché à assurer la sécurité de ses approvisionnements. Il ne faut pas oublier que la Chine, 90% de ses hydrocarbures par exemple passent par les océans, donc il faut assurer une sécurité en mer, donc il faut développer une marine chinoise qui soit importante. Plus on est ouvert sur le monde et plus on a besoin d'assurer cette sécurité. Donc on a eu cette politique-là. Là où on a des interrogations effectivement aujourd'hui, c'est que c'est plus au niveau des équilibres internes chinois, puisque pendant des années, en fait, on avait une sorte d'alternance au sein du Parti communiste chinois où on avait les tenants de Shanghai en fait qui étaient plutôt ouverts sur le monde et qui avaient le pouvoir. Ensuite, on avait plutôt des gens comme Hu Jintao par exemple qui étaient de la faction ou en tout cas du courant des gardes rouges. Mais donc on avait de la discussion à l'intérieur du Parti communiste chinois. On avait des équilibres qui se trouvaient et qui faisaient que la Chine avait une position plutôt lisible et en tout cas de compromis. Aujourd'hui, on sent bien qu'au niveau chinois, on a eu un changement profond et qu'on a Xi Jinping qui règne en maître sur la Chine. Et donc ça rend les choses beaucoup moins lisibles puisqu'on a du mal à voir exactement ce qui peut se passer. Et de l'autre côté, vous avez une réelle inquiétude américaine effectivement sur ce que peut décider la Chine. Et toute la complexité de la période actuelle, c'est qu'il va falloir réussir à trouver un équilibre justement. Peut-on le trouver? Ça c'est une question, mais de trouver un équilibre justement pour prendre en compte le fait que la Chine soit devenue une puissance et puis construire une architecture qui soit à peu près équilibrée, ce qui ne va pas être simple. Taïwan, c'est la clé de tout ça pour essayer de comprendre si on passe dans un système ou un autre? Taïwan sera une des clés, mais un des éléments qui est important en tout cas pour les États occidentaux, c'est aussi de comprendre que les États qui sont mal nommés du Sud global, comme on dit, aujourd'hui ne sont pas ni d'un côté ni de l'autre. Ils jouent leurs cartes.
Et donc, pour les pays occidentaux, comme pour la Chine d'ailleurs, l'enjeu n'est pas forcément de les attirer dans leur camp, c'est de comprendre quels sont leurs besoins qui sont tout à fait légitimes en termes géopolitiques, en termes nationaux, d'intérêts bien compris, et de pouvoir faire de la diplomatie avec ces pays, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur certains dossiers, d'acter le fait qu'on n'est pas d'accord sur d'autres, et de continuer à avancer. Et pour l'Occident, et pour l'Europe et pour les États-Unis, c'est une révolution mentale qui n'est pas évidente, parce qu'on a été habitué sur ces 30 dernières années à ce que le monde globalement nous suive. Aujourd'hui, il faut accepter qu'il va falloir négocier, prendre en compte les besoins de ces pays-là, les désirs de ces pays-là, et puis refaire de la diplomatie, mais de la diplomatie réelle, c'est-à-dire avec des compromis. Et ça, c'est pas évident pour nous. On y reviendra dans un instant en parlant de ce qui s'est passé en fait à Paris pendant la fin de la semaine dernière avec le sommet où 40 ou 50 chefs d'État et de gouvernement s'étaient réunis autour de justement la tentative de créer, sous couvert d'un financement différent, un nouveau dialogue Nord-Sud. Je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant sur le fait que les États-Unis avaient déplacé une partie de leurs forces et de leur centre d'intérêt. Est-ce que ça veut dire que l'US Navy a déserté une partie du globe pour se concentrer dans le Pacifique face à la Chine? Alors quand on voit effectivement la place ou le vide de l'US Navy en océan Indien, c'est frappant. En océan Indien, l'US Navy n'est quasiment plus présente. Alors ça, quand on prenait le début de notre échange sur le réveil géopolitique, il s'adresse à nous Européens surtout, parce que quand on regarde l'ensemble des pays du monde, on a un réarmement naval et un réarmement tout court qui est global, sauf dans une zone du monde qui est l'Union européenne. Et l'Union européenne, pour l'instant, commence tout juste à se dire que le monde va peut-être être un peu plus crispé, un peu plus dangereux d'un point de vue géopolitique. Et ça veut dire alors il faut en prendre conscience et puis il faut agir derrière. Parce que par exemple, le fait que l'US Navy soit de moins en moins présente dans l'océan Indien, on a une proportion. Donnez-nous une idée de ce que c'est que de moins en moins. Pour ainsi dire plus. En fait, il y a des passages, mais pour ainsi dire plus. Et d'ailleurs, ça s'explique très bien du point de vue américain, c'est-à-dire qu'à la fois il y a besoin de concentrer des forces dans l'Indo-Pacifique, et puis les Américains sont plus du tout dépendants du Golfe arabo-persique. Ils sont producteurs de gaz, de pétrole aux États-Unis. Ils n'ont plus besoin du Golfe arabo-persique. Mais par contre, nous, Union européenne, on en a besoin. Beaucoup, et notamment avec les conséquences du conflit en Ukraine, puisque on n'importe plus de gaz russe, mais ce gaz, sous forme de GNL, il vient du Golfe arabo-persique, du Qatar, etc. Donc ça veut dire qu'il va falloir être en capacité d'assurer une sécurité des approvisionnements et d'être présent en océan Indien. Et ça, c'est un des enjeux qui est important, et ça, c'est une révolution mentale qui est aussi importante, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'idée que les États-Unis, de toute façon, seront toujours là pour assurer notre protection, et alors qu'il va falloir qu'on prenne de plus en plus en charge de choses. Il n'y a pas de défense européenne, il peut y avoir une marine européenne? Alors on a une forme de mutualisation des moyens qui marche plutôt bien, qui a plutôt bien marché au sein de l'Union européenne, qui a été représentée par l'opération Atalante de lutte contre la piraterie au large de la Somalie, donc qui est un système de mutualisation des forces en fait, où on a un état-major commun, on fait appel à des navires des différents États membres, et puis ça permet d'assurer une présence donc dans cette zone au large de la Somalie. C'est quelque chose qu'on a décliné avec les CMP, les coopérations maritimes permanentes, donc qui nous permettent par exemple d'être aussi au large du golfe de Guinée, et c'est sans doute quelque chose qu'il va falloir décliner aussi au sein de l'océan, sur l'océan Indien, pour avoir une présence qui soit importante et pour sécuriser nos armateurs et nos flux d'approvisionnement. Mais comment dire, c'est conjoncturel, ça n'est pas une force qui structurellement est dédiée à ça? Ça n'est pas une force, c'est conjoncturel effectivement, mais par contre ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on a les outils et qu'on a déjà expérimenté ces outils, et donc qu'on est en capacité de les réactiver, de les maintenir, et puis en plus d'en faire quelque chose de plus durable si on en a besoin. Qui sont les pays, qui sont les piliers de cette CMP? Alors sans surprise, on a la France évidemment, et puis ensuite on a les pays de l'Union européenne qui ont des intérêts, c'est-à-dire que les Danois sont présents, puisque Maersk est un acteur important, l'Espagne est aussi présente,
on n'aura pas la Slovaquie, on n'aura pas, mais tout l'enjeu est de réussir à amener de plus en plus de pays dans ces coopérations. Les Anglais ? Les Anglais, de toute façon, sont toujours plus ou moins là. On peut plus ou moins, ouais, c'est voilà, c'est l'entre-deux. Donc ils sont plus ou moins là. Voilà. Ouais. Moins. Ça dépend vraiment des dossiers. Ça dépend vraiment des dossiers. Sur certains dossiers, ils seront très présents, d'autres moins, beaucoup moins. Les Anglais, quoi. Je reviens sur ce que j'évoquais il y a un instant, qui est, et que en rebondissant sur un de vos propos sur cette affaire du sommet autour du financement et du nouveau dialogue Nord-Sud, la posture qui a été prise par la France et qui a animé, en tout cas qui a été la colonne vertébrale de ce sommet qui a duré 2 jours, jeudi et vendredi dernier à Paris, c'est effectivement ces pays qu'on appelle les BRICS, ne sont plus dépendants soit d'une puissance soit de l'autre et veulent exister en tant que tels. Je ne sais pas combien de temps ça prendra et je ne sais pas combien de temps prendra le fait que les autres pays, disons l'Europe occidentale et les États-Unis, combien de temps ça prendra pour que ces pays regardent ces pays différemment. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est y aura-t-il un jour, parmi ceux qui ont vocation à l'être, je pense au Brésil, à l'Inde, qui ont des façades maritimes très importantes, y aura-t-il des puissances maritimes de rang mondial ? L'Inde, on peut, alors ce ne sera pas tout de suite, mais on peut miser là-dessus, parce qu'en tout cas, il y a une volonté très claire, il y a des investissements qui sont importants. Mais après, se doter d'une marine, une force navale importante, ça tient aussi alors, à la fois aux menaces qu'on a dans sa proximité. C'est en ça que le Brésil et l'Inde, par exemple, sont différents. Le Brésil n'a pas de menace immédiate dans sa zone. L'Inde, par contre, en océan Indien, la Chine est présente, donc il y a une sorte d'urgence à se doter d'une marine qui soit d'un niveau important. Et puis, il y a un deuxième élément qui est le rôle qu'on veut jouer au niveau mondial, effectivement. Et dans ce cadre-là, se doter d'une marine est important. Honnêtement, au niveau de l'Amérique latine, c'est pas la zone où on voit le plus. On reste dans une sphère américaine. Alors, pas forcément dans une. On est toujours en bagarre avec les États-Unis, au moins dans les mots, mais en tout cas, il n'y a pas de menace géopolitique dans l'environnement de l'Amérique latine. Il n'y a pas de menace à proximité. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'investir immédiatement dans ce domaine-là, d'autant plus qu'il y a des investissements au niveau étatique qui sont beaucoup plus importants dans la santé, dans l'école, etc., dans le développement économique. Il y a des besoins internes. Il y a des besoins internes, voilà, qui sont prioritaires. Et l'Inde, vous disiez peut-être. L'Inde, oui, parce que l'Inde a une marine aujourd'hui qui, bien sûr, mais qui existe au sens où elle a une capacité de projection. Alors l'Inde, oui, a une capacité de projection. L'Inde a une tradition en fait de porte-avions par exemple, depuis l'indépendance. Elle avait une faiblesse ou une fragilité dans le domaine des forces sous-marines qu'elle essaie de rattraper justement en faisant. Elle s'est équipée de sous-marins de Naval Group et puis elle va passer des contrats manifestement avec le groupe allemand TKMS, mais surtout l'Inde en fait est dans une position presque d'assiégé, c'est-à-dire qu'il y a le frère ennemi pakistanais. Vous avez la Chine, il y a eu quand même des heurts pas mineurs entre Chine et Inde du côté de l'Himalaya, et puis la Chine est de plus en plus présente en océan Indien. Donc dans la vision de l'Inde, elle est pas tranquille, elle se dit qu'il va falloir compter parce qu'elle se sent environnée en tout cas d'adversaires. Et d'ailleurs le cas indien est important parce que pour nous Européens, dans notre vision du monde, parce qu'on a souvent l'idée qu'il ne peut pas y avoir de conflit conventionnel entre des États dotés de l'arme nucléaire. L'Inde est typiquement le contre-exemple, c'est-à-dire que vous avez eu 3 conflits entre Inde et Pakistan, tous les deux dotés de l'arme nucléaire, mais vous avez 3 conflits non neutres conventionnels qui ont eu lieu entre ces 2 États. Et puis si on remonte plus loin, n'oublions pas qu'il y a eu aussi un conflit qui n'était pas neutre entre la Chine et l'URSS à propos du fleuve Amour, et les 2 États étaient dotés de l'arme nucléaire. Vous avez eu un conflit localisé, mais qui a été important. Et ça doit nous amener à réfléchir aussi sur... Ça veut dire, pardon, la dissuasion fonctionne. C'est-à-dire que la dissuasion fonctionne, on n'envahit pas des États, mais ça n'exclut pas pour autant qu'il puisse y avoir des confrontations conventionnelles. Et je pense que dans notre regard, c'est important d'avoir ça en tête pour nous, Européens en tout cas, et même les autres pays du monde, c'était quand on veut exclure par principe
qu'il puisse y avoir une confrontation un jour entre Chine et États-Unis à propos de Taïwan, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Parce que évidemment qu'il n'y aura pas d'invasion des États-Unis par la Chine ou d'invasion de la Chine par les États-Unis, mais un conflit localisé en mode guerre de Corée, comme on l'a eu, on ne peut pas l'exclure d'un revers de manche par principe. On peut reprendre notre petit tour du monde des régions maritimes sous tension. Donc, vous avez parlé de l'océan Indien. On n'a pas évoqué l'Australie, très au sud. C'est une zone compliquée, sous tension. Mais en fait, c'est tout l'Asie-Pacifique qui est un peu, qui est en fait prise dans cette opposition Chine et États-Unis. Donc, alors la plupart des États essaient de rester entre les deux et d'essayer de maintenir leur libre arbitre, mais on sent bien que plus les années avancent et plus les États de cette zone sont obligés de se ranger d'un côté ou de l'autre, ce qui n'est pas simple. C'est ce qui a entraîné aussi une course à l'armement naval dans la plupart de ces pays du monde. Le Vietnam s'est équipé par exemple de sous-marins parce qu'il y avait la montée en puissance de la marine chinoise. Donc on a tout un effet de chaîne en fait qui fait que vous avez une région qui d'un point de vue de la course à l'armement naval est une caricature de ce point de vue-là, parce que vous avez une caricature, tellement elle est intense. Un surarmement qui est quand même frappant, et avec effectivement tout un positionnement et un repositionnement autour du duopole États-Unis-Chine. Plus près de chez nous, tout ce qui tourne autour de l'Iran? Alors il y a l'Iran bien sûr. L'Iran qui est une menace potentielle permanente, en tout cas aux yeux d'un certain nombre de pays, dont Israël bien sûr. Est-ce qu'il y a un sujet de tension autour de l'Iran? On a forcément un sujet, parce que de toute façon c'est dans notre proximité. Après, ce qui est intéressant, c'est de lire les recompositions et les discussions qui sont en œuvre aussi dans cette zone-là, parce qu'on voit que Arabie Saoudite et Iran ont discuté, alors qu'il y avait une opposition franche. Donc c'est que les jeux régionaux reprennent le dessus, que les discussions régionales reprennent le dessus, ce qui est peut-être pas complètement absurde, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est bien que les acteurs régionaux puissent se parler entre eux sans avoir besoin de parrain, parce qu'ils pourront peut-être plus facilement trouver des deals entre eux. On voit bien que Arabie Saoudite et Iran ont discuté parce que l'Arabie Saoudite voulait essayer de trouver une solution pour la guerre au Yémen dans laquelle elle était enlisée, que l'Iran était évidemment un acteur majeur dans cette zone, et donc ça les a amenés à discuter et puis à essayer de trouver des équilibres en tout cas dans cette zone-là. Et donc aujourd'hui, vous diriez, comment dire, je ne sais pas si on peut avoir une échelle de Richter de la conflictualité, si elle existait autour de l'Iran, vous diriez quoi? Quelle note? Avec la guerre en Ukraine, je ne m'aventure pas depuis à des prévisions, mais en tout cas, ça reste une zone compliqué de toute façon, parce que l'Iran est au seuil nucléaire, donc ça va avoir forcément des effets sur Israël. On a ensuite l'équilibre interne à l'Iran avec une population qui est en révolte contre le pouvoir en place. Donc on a toute une série. Enfin, le Proche et Moyen-Orient n'a pas trouvé son équilibre, donc c'est toujours un baril de poudre qui est prêt à exploser. Puisqu'on parle des pays dont on n'a pas toujours une grande facilité à lire les intentions, la Turquie qui est membre de l'OTAN et qui en même temps donne des signes assez ambigus vis-à-vis de sa proximité avec l'Occident. Alors en fait, on peut avoir deux lectures sur la Turquie, c'est-à-dire que si on prend le rapport à l'Occident et si on a notre regard européano-centré, on va se dire la Turquie a un jeu ambigu par rapport à nous. Ou alors on peut avoir une autre lecture qui est de dire que la Turquie joue son jeu d'acteur régional, c'est-à-dire qu'elle a des intérêts propres. Alors qui sont liés à son président aussi, mais je ne suis pas sûr, par exemple, s'il y avait eu une alternance en Turquie, qui ait eu un virage complet dans le domaine de la politique étrangère. La Turquie a des intérêts propres qui sont au Proche et au Moyen-Orient, en Asie centrale, et c'est à nous aussi, Européens, notamment, de comprendre ces questions-là. Et de comprendre ça, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans les années à venir sur de la négociation avec la Turquie, parce que
La Turquie, oui, elle joue son rôle, et elle joue son jeu, et ce qui est assez cohérent. Vous la sentez, comment dire, plus occidentale que turque? C'est un mélange, mais ça a toujours été un mélange, c'est-à-dire que quand on se balade en Turquie, dans les grandes villes, on voit une population chez les jeunes qui est pas très différente des jeunes Européens et qui aspirent aux mêmes choses, qui regardent quasiment les mêmes choses. Alors je prends dans les grandes masses, qui d'ailleurs immigrent beaucoup en Europe aussi. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement un pays qui veut aussi retrouver un poids régional, qui veut compter dans la région, et donc c'est un mélange de tout ça. Il y a à la fois une attirance pour le mode de vie à l'occidental, ne serait-ce que dans le développement, etc. Et puis en même temps, c'est un acteur qui veut compter de façon légitime. Retour en France, si j'ose dire. En France, pas forcément. En France continentale, Nouvelle-Calédonie, l'univers de la Polynésie, tout ça, on est dans des régions qui sont pas très loin des ambitions chinoises, non pas en termes de possession de territoire, mais en termes d'influence. Comment est-ce que ça se manifeste? Alors oui, il y a une influence chinoise qui est présente dans cette zone, très clairement. Et après, Nouvelle-Calédonie et Polynésie, c'est deux territoires d'outre-mer qui sont très différents, parce que Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup de populations d'origine européenne et européenne qui est présente, donc avec cette question de l'équilibre interne de cette société. Très compliqué. La Polynésie n'est pas exactement... Le nombre de référendums montre que c'est très compliqué. Voilà, alors que la Polynésie n'est pas du tout sur le même modèle, mais on sent bien en tout cas que pour ces deux territoires, on est arrivé au bout du rapport traditionnel qu'il y avait entre la métropole et ses territoires, qu'il va falloir repenser ça pour arriver à des nouveaux équilibres en tout cas. La pression chinoise se manifeste comment concrètement là-bas? Vous avez notamment en Polynésie une communauté chinoise qui est importante. Installée depuis toujours, depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'au niveau du consulat chinois, on voit plus de présence et de liens avec cette communauté. Donc ça joue sur les équilibres internes en Polynésie. Et c'est quelque chose qui évidemment est à suivre. Est assumé? Est à suivre. À suivre, c'est-à-dire par nous, enfin oui, à regarder et puis à essayer. Mais à contrecarrer, à équilibrer? À équilibrer sans doute. C'est vrai que quand on est en Polynésie, on voit que, et encore une fois c'est des grandes masses, mais que la communauté chinoise a plutôt eu tendance ces dernières années à se replier sur elle, alors qu'avant il y avait beaucoup plus de fluidité. Alors il y a d'autres facteurs qui jouent aussi, c'est que c'est une communauté qui est très présente dans le commerce, donc ça peut entraîner des tensions, etc. aussi. Donc il y a plein d'éléments qui jouent, mais c'est surtout, je pense que ce qui est important, c'est qu'il va falloir qu'au niveau de la métropole aussi, on repense notre relation, notre regard avec à la fois la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, parce qu'on est encore sur des modèles presque chiraciens et autres. Est-ce que c'est un modèle chiracien? Vous me faites frémir. Si vous avez, on est toujours sur, par exemple, de la défiscalisation sur le logement, sur l'investissement. Je pense qu'en termes de développement économique, il y a d'autres choses à imaginer et qu'il va falloir sérieusement remettre à plat tout ça. Dans ces régions-là, il n'y a pas de... ces régions qui sont très loin de la métropole, il n'y a pas de volonté européenne? L'Europe, c'est très loin. Ouais. Ouais, mais si ces régions sont importantes, elles sont importantes pour la France et pour l'Europe. Non, mais il y a un intérêt européen, mais je pense qu'il y a aussi ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense à la Polynésie notamment. Pour les jeunes Polynésiens, actuellement, vous avez une université qui va jusqu'à Bac+3, jusqu'en licence en fait. Et ça veut dire que pour eux, parce qu'on parle souvent de l'accessibilité aux études, à la formation professionnelle, pour eux, il faut partir en métropole si on veut continuer des études. Mais ça, c'est toute une série de choses qui sont à repenser, parce que l'accessibilité aux études supérieures qu'on défend dans l'Hexagone sur les jeunes dans le milieu rural, etc., il se pose de la même
manière et peut-être de façon plus importante en outre-mer. Et ensuite, pour le regard européen sur ces territoires, on a un regard français sur ces territoires. Regard européen, je serais moins non, il y a. Alors l'Italie fait des déploiements, par exemple, dans la zone Indo-Pacifique, hein, mais c'est des territoires qui sont peu connus et puis qui ne sont pas forcément intéressants pour des États membres de l'Union européenne, en termes de marché, ne serait-ce que ça, en termes de marché. La France fait partie des leaders mondiaux en ce qui concerne le transport maritime avec CMA CGM. La France a des leaders mondiaux en termes d'assurance qui sont en partie dans la salle. Est-ce que nous sommes, nous, une puissance maritime mondiale? Sur certains secteurs, oui, incontestablement. Mais pas en totalité. Pas en totalité, mais ça c'est dû à la taille de notre pays. Mais je trouve que par rapport à la taille de notre pays et ce qu'on a réussi à développer, on est quand même, on a un rang qui est non négligeable, hein, que ce soit sur le transport maritime, évidemment les conteneurs, l'assurance maritime. Je pense aux câbles sous-marins. Oui, bien sûr. Mais par contre, on est un peu à un carrefour. Et moi, il y a un sujet notamment qui me paraît crucial pour l'avenir, c'est le sujet de la donnée numérique maritime, c'est-à-dire les données numériques qui sont captées et issues directement des océans, donc par satellite. On avait Unseen Lab qui était présenté ici ce matin, donc les données qui sont captées par les satellites, les données qui sont captées par les bouées, etc. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de données issues des océans, on va avoir des drones aussi en grand nombre dans les océans, et tout l'enjeu, ça va être de savoir quelles sont les entreprises qui vont être en capacité d'imaginer les applications issues de ces données et des applications qui vont devenir disruptives à la manière un peu de Google Maps en son temps, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé à terre. En mer, il va se passer exactement la même chose dans les 10-15 ans qui viennent. Et ça, pour nous, France, si on veut garder notre rang, et en tout cas un rang qui compte, cette exploitation des données numériques maritimes, elle est vitale. Enfin, j'ai été très frappé, vous voyez, je déjeunais récemment avec François Houillet, le patron de l'IFREMER, donc l'Institut de recherche français sur la mer, et il revenait des États-Unis où il avait discuté avec son homologue américain qui lui disait mais François, en fait l'économie bleue, c'est une seule chose pour nous, Américains, c'est la donnée numérique maritime. C'est que ça. C'est pas le transport maritime, etc. L'avenir, c'est que ça. Et je mets ça en relation avec des mouvements où depuis 3 ans, on voit des fonds singapouriens et des fonds américains qui investissent dans des startups qui traitent et qui mettent au point des applications sur les données numériques maritimes. Ça, c'est des mouvements qui sont à regarder. Et je pense que pour la France et pour l'Europe aussi, c'est quelque chose qui est important. La mer est évidemment un sujet de préoccupation pour tous ceux qui se concentrent sur le réchauffement climatique et les urgences climatiques. Pascal Dubois disait il y a 40 étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui, étudiants ou étudiantes qui sont dans la salle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez, vous qui êtes un des grands experts de tout ce qui est chose de la mer, qu'est-ce que vous diriez pour attirer demain encore plus de monde parmi les jeunes dans cet univers maritime? Déjà le faire connaître, parce qu'en fait ça fait quelques années effectivement que je gravite dans le secteur et je m'aperçois qu'on a toujours la même difficulté. Je dois signaler que vous avez des chaussettes marines nationales, donc c'est vraiment la preuve que vous ne pouvez pas le voir, le pont supérieur ni le pont inférieur ne peuvent le voir, faire un zoom chaussettes marines nationales, donc vous êtes vraiment très investi. Mais Et justement, c'est essayer d'attirer les jeunes. Vous voyez, il y a des chaussettes marines nationales qui existent. Non, et je pense qu'une des grandes difficultés qu'on a, mais que ce soit, on le rencontre dans tous nos métiers, c'est d'arriver. Alors, c'est typique, c'est propre à la France aussi, hein, mais c'est de mieux faire connaître nos métiers. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Très compliqué, mais c'est vrai que sur les jeunes, en tout cas, si on voulait les attirer, il y a à mon avis 2 messages. C'est que il y a la question de la transition énergétique et donc du climat, parce que ça en mer c'est un enjeu majeur et il y a plein de choses à imaginer et il y a plein de boîtes qui sont en train de se créer en plus, qui existent, qui bougent, etc. Donc la question du réchauffement climatique et puis la mer quand même ça reste un univers assez extraordinaire. Enfin, pour les dîners en ville ou discuter avec vos copains, quand vous parlez de la mer, tout de suite
eh ben, on est intéressé. C'est un univers, enfin voilà, c'est un univers d'aventure qui fait rêver encore. Et ça, donc ça vaut le coup au moins d'aller faire un tour, de découvrir. Et puis on n'est pas obligé de rester toute sa vie non plus. Message passé. Merci beaucoup Cyril Poirier-Condorcet. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à Cécile Desjardins qui va prendre